Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La mission italienne de soutien à la République du Niger a offert ce matin un don de matériel sanitaire à la maternité Isaka Gazobi, et c'est dans le but de renforcer les relations entre l'Italie et le Niger. C'était en présence de plusieurs invités, parmi lesquels nos reporters Asma Seydou et Sadou Doumi. Des anti-inflammatoires, des solutés, des glucosés, des désinfectants, du matériel pour les pansements chirurgicaux, des masques chirurgicaux, des gels dermiques. C'est la composition de ce don offert par la mission italienne de soutien à la République du Niger à la maternité Isaka Gazobi. Une manière pour elle de soulager le personnel de la maternité Isaka Gazobi, mais aussi et surtout de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients et des nouveau-nés. Acceptez cette petite donation comme signe de proximité et de solidarité envers votre peuple et comme signe d'un début de collaboration qui se poursuivra dans le temps. Vous avez la chance d'avoir ici au Niger les meilleurs soldats de nos forces armées, des hommes qui sont sensibles et généreux envers la population du pays et qui se prêtent à leur service pendant plusieurs mois, loin de leur famille. Ils m'ont offert cette opportunité et je les remercie de tout cœur. Ces jours-ci, je ferai une analyse des besoins pour élaborer des programmes en faveur de la santé, de l'école, de l'urgence, afin d'intervenir avec pertinence à travers des projets adhérents à vos besoins. Ce don sera utilisé à bon escient, a réaffirmé le directeur de la maternité Isaka Gazobi, professeur Madina Yamma. Ce matériel médical indispensable pour le bon fonctionnement permettra de soulager le personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey et surtout d'améliorer la prise en charge des patientes et des nouveau-nés. Nous voudrons, au nom de l'ensemble des personnels de la maternité Isaka Gazobi de Niamey, des patientes et des nouveau-nés du Niger, et à mon nom propre, dire merci aux militaires italiens de la mission bilatérale du soutien au Niger. Nous voudrons qu'Allah vous récompense et vous bénisse pour ce geste noble militaire en direction de toute la population de Niamey. Nous voudrons saluer parmi nous la présence du généreux donateur de ce matériel, M. Roberto Fakani. Nous souhaitons un bon séjour au Niger, qu'Allah vous bénisse et vous récompense, et la porte vous est ouverte pour un retour prochain. Un geste apprécié à sa juste valeur par la conseillère technique du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Les activités qui se déroulent à la maternité cadrent parfaitement avec le programme de renaissance du Niger, acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, et de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre du Niger. Nous constatons que le partenariat entre la maternité Isaka Gazobi de Niamey et la mission militaire italienne au Niger est au beau fixe et doit être un exemple pour améliorer davantage nos formations sanitaires. À cet effet, je tiens à vous réitérer nos sincères remerciements au nom de notre département ministériel, de l'ensemble du personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey, des bénéficiaires pour cette action d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ainsi, la cérémonie a été sanctionnée par la signature du procès verbal entre le généreux donateur et le directeur de la maternité Isaka Gazobi, suivi de la remise symbolique de cadeaux à la délégation. Aussi, la mission a eu droit à une visite guidée du centre. À Niamey, bon nombre de personnes s'adonnent au commerce des pièces détachées. C'est une activité très lucrative dont la base est au quartier 2e arrondissement de Niamey. Le reportage est signé notre stagiaire de l'IFTIC, Priska Donsou, sur les images de Aboubakar Souley. Vendu majoritairement par les Nigérians, plus précisément les Ibo, les pièces détachées des voitures, notamment les ventilateurs, les boîtes des moteurs, les pistons et bien d'autres sont disponibles à Niamey. Je vends des ventilateurs,
des radiateurs. Je les importe du Nigeria et de la Chine. Dieu merci, on trouve quand même des clients. Je n'ai pas assez de problèmes parce que je ne vends pas des choses compliquées. Spécialisé dans la vente des pièces Honda et Corolla. Oui, Hyundai aussi. Toute pièce que vous désirez acquérir là, à cette place-là. Quand je parle de pièces, ça fait allusion aux pièces de véhicules, spécialement les moteurs, les boîtes et les pièces de rechange dont il est question. Toute pièce que vous désirez acquérir là, on a ça à notre disposition. Cependant, ces revendeurs rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur activité. Je m'appelle Samuel. Avant et maintenant, ce n'est pas la même chose, car l'État a doublé les frais des impôts et aussi de la douane. C'est trop beaucoup. Envers les clients, et durant ces dernières années, nous avions vu que quand les clients viennent et ils veulent acquérir des pièces là, ce n'est plus possible parce qu'ils crient que le prix ne fait qu'augmenter. Mais cela ne provient pas de nous. Mais ça provient spécialement de la douane, le prix de la douane qui ne cesse de croître au jour le jour. En plus de cela, nous notons également le problème d'augmentation des prix au niveau de la DGI. DGI, vous-même vous connaissez que c'est l'impôt. Oui. C'est pourquoi il lance un cri de cœur envers l'État afin de revoir les taxes et les dédouanements des pièces détachées des véhicules pour une bonne marche de cette activité, mais aussi dans l'intérêt des consommateurs. Les étudiants et élèves de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC sont en stage de 2 mois dans les différents organes de presse. Notre stagiaire Adam Mahamadou a fait le tour de quelques organes de presse pour constater comment se déroule le stage. Suivez son reportage. Les étudiants de la 2e année du niveau moyen et supérieur de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC sont en stage obligatoire depuis le 18 juillet, entourés par leurs encadreurs dans leurs domaines respectifs. Ici à la RTT, on a 3 stagiaires de l'IFTIC qui font leur stage. Pour ce qui nous concerne, on va essayer de faire de notre mieux pour les apprendre comment dégager des sujets de reportage, faire le tournage et puis en même temps le montage jusqu'à la diffusion. Donc pour ceux qui veulent apprendre, en tout cas avec nous, ils vont acquérir la connaissance. Ces étudiants qui font face à la réalité affirment que les stages renforcent les leçons apprises à l'école pendant ces 2 ans de formation. Pendant notre stage ici, on a appris beaucoup de choses, comment assister à une conférence de rédaction, comment prendre parole en public et comment aller sur le terrain. Quelles sont les étapes pour aller sur le terrain, recueillir les informations, revenir à la rédaction, comment les traiter, jusqu'à la diffusion de l'information. Elles nous ont dû de proposer des sujets de reportage afin d'aller sur le terrain et aussi après de venir faire les papiers, de monter l'élément afin de pouvoir passer ça à l'antenne. Je peux vous dire que pendant ces stages, nous avons appris pas mal de choses, parce qu'à l'école, c'est la théorie. Et ici, on pratique les choses en fait. À l'école, on dit une fois c'est le terrain de faire ceci. C'est ici que le terrain commence. Et je tiens aussi à rappeler mes camarades de niveau supérieur et moyen, de toutes filières confondues, qu'un stagiaire n'est pas celui qui attend à ce qu'on lui dise fais ceci ou bien ceci. Il faut faire preuve de la curiosité. Au terme du stage de 2 mois, ces derniers vont soumettre un rapport du stage à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC.
Autre aspect de cette édition, situé à plus de 70 km de Dosso, le département de Djindou figure parmi les localités productrices d'oignons. Comment se fait la conservation de l'oignon à Djindou? Le studio Kalangu s'est intéressé à cette conservation. Suivons l'interview. waɗannan da ka gani ki saman su muka ce ma na kahi, itace na kahi. In mun ka saro su sannan mu saro waɗannan mahaɗai sai mu aza, sai mu yi wannan gadon. In mun kai wannan gadon sannan mu saro waɗanda tsumazzai na kafawa baya, waɗanda aka kamuwa nan sama kana gani dai ga nan. In mun ka kafa wannan iccen dogo, mu kafa guda can baya. Kenan nan ga gadon wanda muka sa albasa, wanga shi kuma na sama shi na muka sa ma leda da zanaki don maganin ruwa. Abin da ya sa muka yin haka nan kama tana shan iska, saboda runhon kara ko ina iska yana shigo mata. Nan karkashi iska na shiga, dan dadewa ba ta ci ciwo ba. To yanzu ana shekara 15 da fara yi waɗannan runhuna da muka. To lokacin dai mu dai in mun ka noma ta cikin ɗakuna na muka sawa, in mun ka sa cikin ɗaki sai muka tana ta lalacewa. Kada lokacin na sai mun ka yi wannan tunanin, sai mu yi runfa mu yi haka mu sata, sai mun ka ga kuma abin da sauki tunda tana daɗiya ba ta yi komi ba, shi yasa muka yin haka nan. Place à présent à votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Cette semaine, nous revenons sur le thème portant sur la restitution. Demande de restitution, un thème développé par Maître Moustapha Amani Nebi, avocat à la Cour. Très bonne réception. À l'occasion d'une procédure pénale, les saisies constituent, pour les enquêteurs ou le juge d'instruction, un moyen privilégié de recherche de la vérité ou de recueillement des preuves. La poursuite de ces objectifs amène les enquêteurs ou le juge d'instruction à placer indifféremment des biens sous main de justice. Ces biens souvent peuvent appartenir à la personne mise en cause, à la partie civile, la personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'infraction, mais aussi à une tierce personne qui n'a rien à voir avec la procédure. C'est ces situations qui peuvent justifier la mise sous main de justice des biens. Eh bien, naturellement, lorsqu'un bien a été mis sous main de justice, le propriétaire qui estime que ce bien n'a nullement rien à voir avec l'infraction en question ou dont la restitution ne préjudicie pas à la manifestation de la vérité, peuvent demander la restitution du dit bien. Là, il faudra distinguer les étapes de la procédure selon qu'on se retrouve dans l'enquête préliminaire, selon qu'on se retrouve devant le juge d'instruction ou selon qu'on se retrouve devant la juridiction de jugement. À l'enquête préliminaire, c'est le procureur de la République qui est le directeur de l'enquête. Et c'est lui qui peut restituer un bien mis sous main de justice. Prenons l'exemple terre à terre. Aujourd'hui, une personne est poursuivie. Les enquêteurs ont mis sous main de justice certains de ses biens. Et devant le procureur décide de ne pas poursuivre. Classement sans suite de l'affaire. Eh bien, à ce stade, il n'y a pas de poursuite. Aucun juge n'a été saisi pour se prononcer sur une éventuelle infraction, une éventuelle condamnation et une éventuelle confiscation. Eh bien, c'est le procureur qui a décidé de diriger l'enquête. Eh bien, c'est ce procureur-là qui est compétent pour restituer ces biens saisis par les enquêteurs. Dans la théorie, c'est juste une demande verbale qui est formulée. Si c'était le jour du déferment, le propriétaire ou la personne qui se prétend être propriétaire demande juste au procureur que vous avez décidé de classer sans suite. Eh bien,
il y a un de mes biens qui a été mis sous main de justice, je demande la restitution. Le procureur, il fait un procès verbal de restitution. La partie qui prétend être propriétaire du dit bien signe, le procureur signe, on lui donne une copie et on lui donne son bien. Si l'affaire est devant le juge d'instruction, eh bien là, à ce niveau, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les demandes de restitution. La personne qui prétend avoir un droit sur un bien mis sous main de justice formule une requête aux fins de restitution au juge d'instruction saisi de l'affaire. Dans la requête, il doit principalement développer 2 à 3 arguments. Le premier argument, c'est qu'il doit démontrer qu'il est propriétaire du dit bien mis sous main de justice. Le deuxième argument, c'est qu'il doit démontrer que la restitution de ce bien ne peut nullement troubler ou entraver la recherche de la vérité. Eh bien, le troisième argument, c'est qu'il doit convaincre le juge que même s'il y aura une éventuelle décision sur le fond, ce dit bien ne pourra pas faire l'objet de confiscation. Eh bien, dans ce cas, le juge d'instruction saisi apprécie le bien fondé de la demande. S'il estime nécessaire de restituer le bien, eh bien, il va rendre une ordonnance. L'ordonnance rendue par le juge d'instruction peut faire l'objet d'appel devant la chambre d'accusation, qui se trouve être le deuxième degré de juridiction, le deuxième degré d'instruction en matière pénale. Eh bien, cette chambre saisie, soit par le propriétaire ou la personne qui prétend avoir un droit sur le bien mis sous main de justice, si le juge d'instruction ne lui donne pas raison, il peut déférer la décision du juge d'instruction devant la chambre d'accusation. Soit par le procureur qui avait contesté la décision, qui avait contesté la restitution, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable. Eux tous, ils ont le droit d'interjeter appel contre la décision, contre l'ordonnance du juge d'instruction. Au préalable, le procureur, si une demande de restitution a été formulée, eh bien on demande au procureur de prendre ses réquisitions par rapport à cette demande. Est-ce qu'il estime nécessaire de restituer le bien, oui ou non? Mais le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre à la lettre ce que le procureur a dit, étant une partie au procès. Si l'affaire se trouve devant une juridiction de jugement, là, cette juridiction est compétente à tout moment de statuer sur une demande de restitution. Il n'y a pas de moment en fait où il faut introduire une demande de restitution. C'est à tout moment. Même si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, eh bien une personne peut formuler au juge de restituer le dit bien. Là aussi, ça se fait par requête. Toute personne qui justifie avoir un droit sur un bien mis sous main de justice, si l'affaire se trouve devant la juridiction de jugement, eh bien la personne peut formuler la demande. Lorsque la décision du tribunal de la juridiction saisie tombe, eh bien toute personne qui conteste, toute personne faisant partie de la procédure qui conteste cette décision peut déférer cette décision devant la cour d'appel. Mais là, il faudra préciser que la cour d'appel ne peut statuer qu'ensemble avec la décision au fond du premier juge. Mais là, il faudra aussi préciser que lorsque le tribunal ou la juridiction saisie il statue sur le fond, s'il n'y a aucune voie de recours contre cette décision, cette juridiction demeure toujours compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. En termes clairs, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, une personne est poursuivie pour une infraction bien précise. Et avant d'arriver au stade du jugement, il y avait certains de ces biens qui avaient été mis sous main de justice. Une décision de relax par la juridiction de fond. Mais la personne a oublié de demander la restitution des biens mis sous main de justice. Ou la juridiction a oublié de statuer sur cette restitution. La procédure est finie, la personne a été relaxée. Eh bien, cette personne peut revenir pour formuler une requête, pour demander la restitution des biens mis sous main de justice parce qu'au préalable, il avait oublié, pendant que le fonds était en train d'être jugé, de formuler cette demande. Eh bien, lorsque la requête arrive, on envoie la requête au procureur pour prendre ses réquisitions par rapport à la restitution.
eh bien là, le juge statue. Et cette décision peut aussi être déférée devant la cour d'appel. À la cour d'appel aussi, c'est le même scénario. C'est à peu près les mêmes règles. Lorsque la cour est saisie, la cour peut statuer sur les demandes de restitution. Même après avoir vidé le fonds, s'il n'y a aucune voie de recours qui a été formée, eh bien, cette cour reste compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. C'est pour vous dire que la restitution peut se faire devant toutes les autorités, que ce soit devant le procureur, que ce soit devant le juge d'instruction ou devant la juridiction de jugement. Eh bien, l'autre situation, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où un bien mis sous main de justice peut se retrouver confisqué. Il y a des situations prévues par la loi. Si par exemple le bien est le corps même du délit, le corps de l'infraction, ou le bien, c'est le bien qui a permis de faire l'infraction. Si vous prenez par exemple en matière de drogue, une personne a été poursuivie pour trafic international de drogue. Pendant l'arrestation, il avait été arrêté dans un véhicule avec des tonnes de drogue. Eh bien, on confisque la drogue et le véhicule. Après décision de condamnation, cette personne ne pourra pas revenir demander la restitution du véhicule parce que c'est le corps du délit. De par la loi, et la drogue et le véhicule seront confisqués. Si vous prenez quelqu'un qui a été pris pour vol de télévision, on n'a pas trouvé le propriétaire de la télévision et la personne a été condamnée. Du fait de l'absence de propriétaire immédiat, on ne peut pas restituer la télévision parce que c'est le corps en fait du délit. Ou si une personne a été prise pour vol criminel avec, je ne sais pas, une machette, eh bien la personne ne peut pas revenir demander la restitution de la machette après condamnation. Certes c'est pour lui, mais c'est le bien qui a servi à commettre l'infraction. Ça c'est l'article 11 du code pénal qui a précisé ça. C'est pour vous dire que on peut se retrouver dans certaines situations où il y a des biens qui ont été saisis, qui ont été mis sous main de justice, dont la restitution s'avère pratiquement impossible. Soit parce que la loi l'a prévu, soit parce qu'après déduction, on se rend compte que c'est le corps du délit, c'est ce qui a facilité ou permis de faire le délit. Donc dans ce genre de situation, eh bien, le législateur peut décider, ou disons la juridiction peut décider de confisquer le bien. Par exemple, il y a aussi l'autre situation, le tribunal de simple police. C'est vrai, on l'oublie presque toujours, mais de par la loi, ça existe. C'est cette juridiction-là qui statue ou qui juge les contraventions. Vous allez me demander, mais ça se situe où? Moi-même, je sais que ça existe dans les textes, mais à ce jour, aucune juridiction de simple police n'a été installée. Mais c'est pour vous dire que ça existe, et c'est à peu près les mêmes règles de fonctionnement pour les demandes de restitution. Espérons que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, cette juridiction verra jour.